Je suis arrivé totalement par hasard au Maroc il y a 7 ans, à la demande de l'économiste, pour créer l'école de journalisme à Casablanca. Et je ne connaissais pas du tout le Maroc. Moi, je savais qu'il y avait la marche verte, un truc comme ça, mais parce que je lisais Paris Match. Et je me suis dit, ce pays est génial. Génial parce que c'est le bordel, parce qu'il y a du bruit, parce qu'on mange bien, parce que les gens sont souriants, parce que on croit que le train va arriver, mais il n'arrive pas, on croit qu'il n'arrive pas, mais il arrive quand même. Et j'aime bien ce côté, prenez pas ça pour un tour condescendant de parisien, je ne suis pas. J'aime bien l'imprévu qui peut se passer à chaque instant ici. Et ça change d'une société occidentale qui est en voie d'américanisation, de normisation, dans laquelle tout est prévu, tout est pensé, où le pain doit être sans gluten, le restaurant sans cigarette, etc. Et ici, il reste quand même un espace de liberté. J'espère que vous serez conservé. Par contre, je voudrais dénoncer un scandale qui se passe au Maroc. C'est celui de la frite surgelée. La moitié des restaurants, en tout cas à Rabat, maintenant, ne font plus de la frite naturelle, mais de la pomme de terre qui a été surgelée. Donc il faut se battre contre ça, et on va créer une association de l'anti-gardeur. Sans plaisantant, mais quand vous avez des autorités, à commencer par l'autorité suprême de ce pays, qui dit que ce qui est important au Maroc, c'est le patrimoine immatériel du Maroc. Ça passe aussi, c'est la culture, c'est l'art, c'est les vieux bâtiments, mais c'est aussi la gastronomie. C'est aussi la courtoisie marocaine. J'espère que tout ça, ça va durer, comme on dirait chez moi en France, Inch'Allah. Alors, pour mon roman, moi je déteste la littérature. Enfin, je ne lis jamais de romans littéraires parce que ça m'ennuie. Je n'aime que les romans d'espionnage, dans lequel ce qui m'intéresse, c'est les rapports entre les puissances de l'État, les puissances secrètes, la Russie contre la Chine, contre l'Amérique, contre l'Algérie, contre le Maroc, etc. Et je me suis dit, les codes, les romans ou les films d'espionnage traditionnels, c'est toujours un gentil occidental, un Américain ou un Européen, qui est confronté à un méchant du tiers-monde, alors en ce moment de préférence un arabe ou un musulman, si possible. Et là j'ai voulu inverser les codes, c'est-à-dire que dans mon livre, le héros c'est le Maroc, et surtout Rabat, mais un petit peu Casablanca aussi. Et puis les méchants, c'est pas des méchants monolithiques, ce sont des méchants qui sont variés. C'est quelques Français, c'est quelques Marocains, c'est quelques Américains, c'est quelques Espagnols, parce que je pense que la réalité est comme ça. Mon presque collègue, monsieur le pharmacien, tout à l'heure, me parlait des journalistes français qui sont opposés au Maroc. Alors dans les journalistes français, il y en a deux qui connaissent, il y a deux catégories. Je parle pas trop vite, non? C'est compréhensible? Il y a deux sortes de journalistes français sur les 35 000 qui s'intéressent au Maroc. Il y a des journalistes gastronomiques ou de la presse de voyage. Donc eux, ils vont à la Mamounia, au Hayat, à la Corniche, à Tanger. Donc eux, le Maroc, c'est génial, c'est beau, il y a des éliges et tout ça. Ceux-là, ils ne posent pas de problème, de toute façon, c'est des gens qui ont du goût en général. Et puis il y a une deuxième catégorie qui existe depuis l'époque Hassan II, c'est des journalistes militants français qui s'est fait un fonds de commerce dans l'anti-marocanisme. Alors, pourquoi l'anti-marocanisme? Parce que ces gens-là sont restés dans l'exemple de Gilles Perrault, qui a écrit le livre Mon ami le roi en 93, je crois. Et ils aimeraient avoir cette carrière de chevalier blanc qui défend le pauvre Marocain qui serait terrorisé par un régime épouvantable, etc. La deuxième chose, c'est que c'est une tranche de journalistes, alors qui sont surtout présents, hélas, dans les médias publics français, donc France Télévisions, Radio France et le Monde, qui n'est pas un média public, et qui ont décidé de faire tout ce qui était possible pour attaquer le Maroc. Donc, sur l'affaire du Sahara, sur la question du Sahara, évidemment que pour eux, le Sahara n'est pas marocain. Sur les deux maîtres chanteurs, Éric Laurent et Catherine Gracier, évidemment que moi je l'ai entendu de mes propres oreilles à Paris, c'est évidemment un coup monté du Marzen. Alors je dis, mais c'est quoi le Marzen? Ouais, le Marzen, ils n'ont aucune explication rationnelle. Je dis, comment vous expliquez que c'est un coup monté? Ils sont incapables d'expliquer, mais par définition. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes un journaliste français, si vous voulez attaquer la Russie, par exemple, ou Israël, ou la Syrie, vous allez vous faire descendre, ou casser la gueule, ou en tout cas, probablement vous faire descendre. Quand vous attaquez le Maroc, qu'est-ce qui se passe pour un journaliste français? Probablement, il ne sera peut-être pas réinvité à la Mamounia. Mais je dis bien réinvité. Donc il n'y a pas de risque, on peut attaquer le Maroc, c'est sans risque. Et puis, alors, pour répondre à la question de monsieur le docteur en pharmacie, je ne pense pas que ces gens-là soient payés par l'Algérie. S'il y a des gens payés par l'Algérie, en France, c'est plutôt du côté politique, dans certaines arcanes du Parti Socialiste, voire de la droite aussi.
Les journalistes sont assez stupides dans certains cas pour aller s'attaquer tout seul au sujet marocain. Donc j'ai voulu montrer alors, merci les machines à café. Il faut dire que les Marocains voulaient pas aider. Quand M. El Khalfi, le ministre de la Culture, va sur une radio française et dit, dans un français déplorable, le Maroc ne pratique pas systématiquement la torture, ça y est, tous les efforts que nous on peut faire pour défendre le Maroc ont été annihilés en 15 secondes. Alors, peut-être que c'était décidé qu'on envoie ce monsieur se ridiculiser, mais qui ridiculise le PJD, ça m'est égal, mais quand il dit ça et qu'il y a 2 millions de Français qui l'écoutent dire ce genre de conneries, pardonnez-moi d'être grossier, l'image du Maroc, elle en prend un coup, et du coup, tous nos journalistes gauchistes, anti-marocains, pseudo-RASD, reprennent un tour et repartent. Et c'est ça que j'ai voulu montrer dans mon livre. Je suis parti de la réalité. Quand, vous vous souvenez de l'affaire où il y avait 2 journalistes qui avaient été expulsés à Rabat? C'est des journalistes qui sont... Je suis arrivé par mon enquête personnelle, donc là c'est le travail du journaliste, à montrer que ces gens-là étaient liés à Catherine Gracier, que Catherine Gracier était liée à Zakaria Moumni, le boxeur, ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vous la raconterai, que tous ces gens-là étaient liés à Ben Chemsi, l'ancien patron de Telquel, et que Ben Chemsi était lié à Moulay Machin, là, vous voyez, le prince soi-disant banni qui écrit son livre à Rabat, le grand Rabat. Et que tout ça, c'était une petite cohorte dans laquelle vous avez quelques Marocains qui se prétendent réfugiés en France, comme Ali Brabet, Ali Amar, qui heureusement a retrouvé le chemin de la vérité, entre guillemets, je plaisante, qui est revenu au Maroc, la Catherine Gracier, etc. Alors Catherine Gracier, elle a été payée pendant longtemps, c'était un agent des services algériens. Alors elle, effectivement, elle est dans la démarche, la rumeur fondée, à mon avis, voudrait qu'elle eusse été la maîtresse du consul d'Algérie, qui est le représentant du TRS, qui est l'équivalent de, comment ça s'appelle, service marocain, de la JED marocaine, qui était à Casablanca. Et c'est vrai que quand on voit son histoire, elle est dans ce registre-là. J'ai été menacé par l'éditeur de Zakaria Moumni parce que je l'ai traité de mythomane et d'escroc. Moi, je n'ai pas inventé l'expression mythomane et escroc, c'est l'ambassade de France qui le dit ici. L'éditeur français de Zakaria Moumni et donc Catherine Gracier ont menacé de me poursuivre en justice, mais j'ai dit, Babic, venez, je vous attends, moi j'irai me défendre. D'abord, un, ça fera vendre mon livre, et deux, je peux démontrer, je peux dire qui sont mes sources, et je peux démontrer pourquoi cet homme est un escroc et mythomane. Quand vous vous rendez compte de Catherine Gracier, c'est quoi? C'est 1m50 de chair grasse et flasque, et Zakaria Moumni, c'est un boxeur mythomane et stupide de Takadoum. Ces deux personnes qui ne représentent rien ont réussi à polluer les relations diplomatiques entre la France et le Maroc, et ça a été très loin la rupture des relations diplomatiques. Vous aviez, à un moment, il y a 2000 Français qui sont emprisonnés au Maroc pour des histoires le plus souvent de drogue, mais aussi des histoires familiales. Pendant un an, toute la coopération judiciaire, l'assistance, les divorces, les décès, les héritages, tout ça, ça a été suspendu là, entre la France et le Maroc pour des micro-faits qui ont été montés en épingle par la presse française et créés par ces deux personnes. Alors après, je dis pas que je veux pas mettre le Maroc aussi dans une position de le Maroc a toujours raison. Le Maroc n'a pas réagi intelligemment, à mon avis, ils auraient dû dire. Vous savez, comme disait ma mère, quand on se dispute, le plus intelligent cède et reprend le dessus dans l'affaire par la négociation. Je pense que c'est là peut-être où le Maroc a un peu péché. Et la France s'est enferrée dans un entêtement stupide par idéologie. Parce que si on prend la gauche française, qui est en train de disparaître aujourd'hui, hélas, il y a une gauche qui est l'héritière de François Mitterrand. François Mitterrand n'aimait pas 3-5-2, mais a soutenu le Maroc. Quand le Parti Socialiste, en 80, voulait que la France soutienne le Polisario, François Mitterrand, l'Institut du monde arabe l'année dernière. S'il n'y avait pas eu le Maroc et l'argent marocain, l'Institut du monde arabe à Paris, c'est pas un institut français, c'est un institut qui a un lien pour défendre les liens entre l'Europe, il est unique en Europe, entre l'Europe et le monde arabe, aurait disparu. Donc il a quand même son utilité. Et donc cette gauche mitterrandienne, il n'y a pas de problème avec le Maroc. Mais il y a une gauche qui est fondamentalement anti-monarchiste, anti-bourgeoise, anti-colonialiste, anti-tout, et qui a fait sa religion la laïcité. Et quand vous voyez, moi je ne suis pas spécialement croyant, mais quand vous voyez ce qu'a provoqué la laïcité en France, aujourd'hui, l'arrivée du Front National, c'est cette espèce de combat à vouloir tout rendre laïque. Ce que je dis aujourd'hui, mon point de vue, qui est aussi celui de mon éditeur Philippe aujourd'hui, c'est laissons vivre les gens comme ils ont envie de vivre. Si quelqu'un a envie d'être catholique, qu'il a envie d'être musulman, qu'il a envie d'être juif, bouddhiste, ou n'importe quoi, laissons-le faire. En quoi ça nuit la cohérence de la République française? En rien du tout. Chacun croit ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut, respecte l'autre.
C'est ça ma théorie. C'est quelque chose qu'on retrouve au Maroc. Je parlais tout à l'heure avec mon ami le gynécologue et le pharmacien. Je parlais de l'attitude de Mohamed V. En 1933, quand les mouvements sionistes se sont créés au Maroc pour pousser les Juifs par la terreur, parce que c'est ça qui s'est passé, les forcer à immigrer en Israël, enfin en Palestine à l'époque, Mohamed V a réagi très violemment, a pris un juif de Tunis et lui a demandé de créer un journal juif anti-sioniste, qui s'appelait Félix Nata. Et là, ce que Mohamed V a exposé aux résidents de l'époque, j'ai oublié qui était le résident, c'est de dire toute personne qui vit au Maroc, même s'il est un militaire français ou un fonctionnaire colonialiste, ou un juif, ou un africain, ou un esclave, etc., c'est mon sujet. C'est quelqu'un qui relève de moi, et à partir du moment où il me reconnaît en tant que sultan, je le reconnais en tant que sujet, et je lui accorde ma bénédiction et ma protection. Et je pense que c'est ça la bonne attitude, on la retrouve dans la société d'aujourd'hui aussi, marocaine. C'est pas pour défendre, je suis pas un défenseur de la monarchie à tout craint, ça fait partie des piliers de ce pays, et c'est intéressant de voir comment Mohamed V l'a renforcé justement dans ce côté je défends le Maroc pour ce qu'il est. Le Maroc est un empire, c'est pas un royaume. On ne devrait pas dire roi du Maroc, on devrait dire empereur du Maroc. Parce que c'est ce qui s'est passé pendant des années. Le Maroc, c'est une société composite dans laquelle il y a eu les Phéniciens, les Romains, les Français, les Espagnols, les Portugais, les Anglais, les Berbères, tout ce que vous voulez. Tout ça, ça forme une société où aujourd'hui vous avez des blonds aux yeux bleus et des gens qui ont des têtes d'Africains et tout le continuum entre les deux. C'est ça qui fait la beauté de la population de ce pays et certainement sa richesse intellectuelle, à défaut de la richesse culturelle, puisque celle-là, elle passe par l'école et aujourd'hui, c'est là où il y a des progrès à faire. Je ne veux pas vous donner l'impression de faire le français qui sait tout, qui a tout vu. C'est ma vision du Maroc, qui est forcément partielle, qui est récente d'ailleurs. Et tant qu'elle est récente, j'aimerais la communiquer. Dans 20 ans, je pense que je serai totalement marocanisé. Je dirais que je râlerai contre vous, contre l'ONCF, ce que je ne fais pas encore, et contre le reste. Mais aujourd'hui, ma vision fraîche de gars qui débarque de sa soucoupe volante, je pense que pour moi, il est important de la partager parce que ce que j'aime, et je connais très bien l'Algérie aussi, c'est la force que vous avez au Maroc, c'est que la colonisation, appelez ça le protectorat si ça vous amuse, mais ça reste de la colonisation. La colonisation n'a pas, qu'elle soit française, espagnole, etc., ou arabe d'ailleurs, n'a pas cassé la dignité et la fierté du Marocain, qui est resté au-dessus, je pense que c'est une opinion que partageront tous les Français d'ici, qui est resté au-dessus en fait des pouvoirs qui ont voulu imposer ou leur culture, ou leur religion, ou leur mode, ou leur chemin de fer d'ailleurs en l'occurrence. Faire un petit clin d'œil à M. Bati.